Bien, et maintenant, je vais demander à Mireille Fanon-Mendès-France. Alors, bon, s'il y a une personne qu'il ne faut peut-être pas présenter ici, c'est Mireille, parce que c'est elle qui nous a invités à... Non, c'est la Fondation qui a invité. À faire, oui, la Fondation. Bon, donc Mireille va intervenir sur le concept d'universalisme revisité à la lecture de François. Bonjour et merci Gus. Donc je voudrais en préambule spécifier que je ne suis pas du tout une spécialiste de Fanon. Ça ne vient pas dans les gènes, donc je me lance dans une réflexion sur effectivement l'universalisme. Pourquoi ? C'est parce que au long de certains des ouvrages de Fanon, il est quand même assez souvent question de l'homme nouveau, de l'humain. Par exemple, dans Peau noire et masque blanc, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Or, on a dans notre corpus juridique international deux choses qui redisent, deux instruments qui redisent, qui affirment que eux aussi, en tant qu'instruments, ils cherchent l'humanité, l'humain où qu'il se trouve, et surtout le respect de la dignité humaine. C'est d'une part le préambule de la Charte des Nations Unies, qui signale que donc nous, peuple des nations, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Et on a, par ailleurs, un autre instrument, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui précise, que l'essentiel, avec cette adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est René Cassin, l'un des principaux inspirateurs, qui le dit, c'est que quelque chose de nouveau est entré avec elle dans le monde. Elle est le premier document de valeur éthique adopté par l'ensemble de l'humanité, organisé au sortir d'une guerre sans exemple. Pour l'Assemblée générale, sur ce même instrument, il s'agissait d'un instrument idéal commun à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations. Or, si l'on regarde bien, est-ce que ces déclarations d'intention sont aujourd'hui quelque chose qui est atteint? Et on peut s'apercevoir au regard de la situation dans laquelle on est que, en définitive, il n'y a pas de place pour l'universalisme qui était demandé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout simplement parce que cette déclaration a échoué totalement dans sa tentative de donner aux droits de l'homme un minimum de soubassement philosophique commun. Et si on regarde bien son préambule, elle fait référence à un moment donné au positivisme juridique qui était prisé dans les États marxistes et évoquait même l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres. Et de ce point de vue, on peut dire que les hommes ne sont pas libres naturellement, mais qu'ils le deviennent grâce à l'action des acteurs juridiques. Mais, et en regardant l'article 1 de cette déclaration, cet article renvoie à des normes qui prennent en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde, ce qui est la position des États occidentaux, qui affirment que tous les êtres humains naissent libres. Et ce qui fait que cette position particulière de tous les êtres humains naissent libres, portée par les États occidentaux, a été contestée par les pays socialistes, pour qui il était, plutôt que d'arriver à un universalisme de compromis, il valait mieux utiliser un universalisme de combat. Et
qui était aussi contestable, puisque du coup, c'était une façon de réinterpréter la déclaration dans un sens plutôt libéral. Ce qui fait qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cette question d'universalisme, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Alan Triffin, qui ont affirmé que le mythe, je cite, que le mythe de l'universalité relève d'une stratégie impérialiste sur la base du postulat qu'européen signifie universel. Et si on regarde bien ce qui s'est passé au moment du vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, des pourparlers commençaient à Washington à propos de l'accord de défense qui donnera naissance dès 1949 à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc on était déjà dans un contexte complètement différent d'un universalisme porté par une égalité des droits et surtout par une égalité et un respect de la souveraineté des nations, qu'elles soient petites ou grandes. Et en définitive, sur quoi repose cette universalité des droits qui n'en est pas une? On peut revenir à une époque où, en France, on avait précisé, et qui renvoie d'ailleurs à ce premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en France, on avait précisé, dans la première Constitution française, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Or, c'est compliqué mon truc là. Excusez-moi, je perds le fil. Voilà. Donc cette première Constitution précise que les hommes naissent libres et égaux en droit. Or, en 1791, une partie des Français étaient encore esclaves, puisque l'abolition n'arrivera qu'en 1794. Entre 1794 et 1802, donc les esclaves sont passés de ce statut d'esclave à celui de travailleurs précaires sur les mêmes plantations des maîtres qui les avaient portés en esclavage et mis en esclavage. Mais en 1802, si vous vous souvenez, Bonaparte décide de réinstaller l'esclavage sur certaines des îles, et même si le Code civil entre en vigueur, et particulièrement en Guadeloupe, les dispositions de ce Code civil qui signifient donner une citoyenneté et être relevé dans les états civils ne concerneront que les Français, les autres populations restant régies toujours par le Code noir, qui a réglé la vie des esclaves durant toute cette période de l'esclavage. Au bout de quelques années, ce modèle économique basé sur la canne et le sucre commence à s'essouffler, donc ça pose aussi un certain nombre de questions sur le modèle esclavagiste, et il semble beaucoup plus intéressant aux propriétaires d'esclaves, et y compris à l'État colonial français, de s'intéresser et de s'ouvrir à un nouveau colonialisme économique qui va être tourné vers l'Afrique et les Indes, et qui allait être le soubassement de la politique du Second Empire et de la Troisième République. Les esclaves, en 1848, deviendront les salariés exploités de leurs maîtres. Les propriétaires, quant à eux, seront compensés pour la perte de leurs esclaves en 1849. Et l'indemnisation, si on regarde bien de près à quoi correspond cette indemnisation, qui a été voulue et essentiellement portée par un certain nombre de personnes, et entre autres par quelqu'un que l'on présente toujours comme le grand parangon de la libération des esclaves, à savoir Victor Schœlcher, qui, lui, avait bien compris que l'esclavage, le principe même de l'esclavage arrivait à sa fin et qu'il était temps de passer à cette autre forme donc, de colonisation. Et l'indemnisation des maîtres avait pour but d'apporter des liquidités afin d'assurer le développement de l'activité et de conforter la domination blanche. En définitive, si je passe par cela, c'est qu'au même moment où on a eu cette décision d'avoir une déclaration le premier article de notre Constitution qui dit « tous les hommes naissent libres et égaux », et au même moment où nous avons décidé sur un plan universel et de la communauté internationale, entre guillemets, une partie du monde était encore colonisée.
puisque les indépendances ne viendront que bien longtemps après la déclaration, la Charte des Nations Unies, qui relève donc de 1946. Et à cet égard, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est pendant. D'une part, les esclaves ne sont pas libérés, ne sont pas considérés comme étant des entités capables d'avoir l'égalité des droits. Ils sont exclus de l'égalité des droits, tout comme les peuples, une partie des peuples encore sous colonisation, étaient exclus des droits, et les populations aussi. Et c'est sur cette base d'un paradoxe avec une intention qu'on pourrait philosophiquement considérer comme une haute aspiration à une égalité des droits, mais c'est sur cette base d'inégalité que l'universalité des droits a été construite, et la raison pour laquelle aucune place équitable dans les deux instruments mentionnés n'est faite aux grandes civilisations. C'est-à-dire que si vous regardez aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou y compris la Charte des Nations Unies, il n'y a aucun apport, aucune référence aux grandes civilisations qui ont existé jusqu'au XVIe siècle en Afrique, et qui ont été détruites après l'introduction de la traite négrière et de l'esclavage. Et entre autres, il y a un instrument des droits de l'homme célèbre qui est du XIVe siècle, qui était dans l'Empire mandingue du Mali, la Charte des Mandingues, qui n'a jamais été référencé ou pris comme un outil de référence dans notre Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on voit bien ce deux poids, deux mesures, et qu'effectivement, le postulat présenté par les trois chercheurs montre bien que l'universalité est un système basé sur l'impérialisme. Et alors que ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'Afrique s'est dotée de la Charte africaine des droits et des peuples, elle a, contrairement à notre Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si c'est fait sur un ton critique, ou en tout cas humoristique. Elle a fait donc cette référence à cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en fait, on peut s'interroger sur le poids ou le facteur déterminant de cette violence initiale, aussi bien dans la traite négrière et aussi dans la colonisation ensuite, qui est construite sur la racialisation des peuples et qui s'est exprimée effectivement dans la traite négrière, la mise en esclavage et le colonialisme, et qui joue un rôle de premier plan dans le processus de mutation de l'ordre économique mondial. Et il n'y a jamais eu la volonté de remettre en cause cet ordre de domination mondiale basé sur la race, sur la racialisation et sur ce que Thomas vient de parler, l'encodage de la race comme moyen de domination et de maintenir les peuples non souverains et les nations non souveraines et les peuples discriminés et ne pouvant pas bénéficier d'égalité de droits. Donc c'est cette question qui me semble intéressante, parce que Fanon parle de l'homme nouveau. Et comment un homme nouveau peut-il être construit à partir du moment où il n'y a pas d'égalité des droits, et où cette égalité des droits est inscrite dans des termes fondateurs et des principes essentiels et politiques et moraux de ce qui fait la communauté internationale, ou de ce qui fait une constitution d'une nation comme la première constitution de 1791 en France. Et c'est à ce moment-là que la question, effectivement, de la déconstruction, comment dès lors, à un niveau de la communauté internationale ou même d'une nation, peut-on déconstruire la colonialité qui s'exerce, qui s'exprime encore dans le pouvoir et dans les savoirs, et qui structure notre monde capitaliste et impérialiste. Cette colonialité du pouvoir et des savoirs n'a jusqu'à maintenant jamais été mise en question, n'a jamais été questionnée. Et ces principes fondateurs qui font
que notre société européenne ou les sociétés européennes dans leur ensemble sont imposées aujourd'hui au monde comme un modèle basé sur la modernité et comme l'image du modèle à adapter en termes de démocratie et de développement humain, à telle enseigne même qu'effectivement, lorsque l'on parle de l'islamophobie, on la voit essentiellement à travers les femmes voilées ne sont pas des femmes libérées. Or, si on interroge effectivement sur l'égalité des droits, mais l'égalité au sens où Fanon parle de la libération et pas de l'aliénation, alors on peut penser qu'une femme voilée est absolument l'égale de toutes les autres et que le voile n'est pas le problème et que c'est effectivement un enjeu culturel et non pas discriminant, que ça ne peut pas être un enjeu discriminant. Donc après, c'était, oui, juste pour conclure, tout compte fait, ça m'a engagé à me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être humain? Qu'est-ce que ça veut dire faire humanité? Puisque... et du coup, qu'est-ce que c'est que l'universalité dans le respect des différences? Comment construire l'universalité ou la place de l'être humain dans le respect des différences et non pas, c'est-à-dire agir citoyennement, agir en citoyen égal et différent, et non pas agir citoyen égal mais différent, ce qu'on nous pousse à adopter comme posture. Est-ce que c'est une humanité dont sont exclus nombre de personnes en raison de phénotypes raciaux ou d'autres phénotypes, ou est-ce que c'est ou parce qu'ils sont migrants, et peu importe d'ailleurs la raison de leur départ, ou parce qu'ils sont musulmans, et que cette religion heurte le modèle de la modernité occidentale. En tout cas, enfin, la question que pose cette question autour de l'humanité, c'est cette humanité-là, en tout cas, celle à laquelle nous devrions aspirer et que Fanon, et à laquelle Fanon nous engage, c'est qu'on est aussi humain que par les autres humains et parce que les autres humains aussi reconnaissent en chacun de nous sa part d'humanité. Et cela ne peut advenir que si, ainsi que le dit Fanon, il y a intégration du concept de reconnaissance. Je cite Fanon, là, intégration du concept de reconnaissance. Et c'est peut-être autour de cette question de la reconnaissance de l'humain, de la reconnaissance de ce que veut dire être humain, que peut se construire une humanité dans laquelle le concept porté par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par une partie de la Charte des Nations unies pourrait trouver sa pertinence si on décidait de s'interroger autrement à partir de la construction de l'humanité. Je vous remercie.